Attention, please. Kick this shit. Salut les complétards, moi c'est Babar. Et donc normalement aujourd'hui je vais sortir une autre vidéo, hein, mais je suis un peu énervé parce que j'ai vu de Richard Détente et de Grand Angle, hein. Et donc justement c'est toujours pareil, il vous a fait une dernière vidéo juste pour vous arnaquer avec toujours la même stratégie. C'est-à-dire que tout de suite il fait un petit moment dramatique, il parle de vos problèmes du quotidien. C'est-à-dire l'inflation par exemple. Puis ensuite il vous fait peur et tout, il vous parle de la politique monétaire, blabla. Ensuite il vous parle des solutions, soi-disant solutions qui existent pour calmer l'inflation et compagnie. Et donc là encore il vous fait peur en vous racontant tout et n'importe quoi. Et à la fin il vient avec sa solution, oui, pour protéger votre épargne. Voici ce qu'il faut faire. Mais le problème c'est que vous voyez c'est trop compliqué pour vous, êtes trop con pour le faire tout seul. Donc ce qui va se passer c'est que là moi j'ai une lettre d'investissement et donc vous allez pouvoir payer pour cette lettre d'investissement et moi je vais vous dire exactement comment faire. Voilà, ça marche toujours comme ça et ça m'énerve, faut que ça s'arrête immédiatement ce genre de conneries. Donc on va commencer par le début de sa vidéo. Il y a des gens qui sont pour l'inflation, il y a des financiers qui sont pour l'inflation. Elle est entretenue, elle est souhaitée par beaucoup d'économistes. Maintenant, on commence à dire 3-4% ce serait bien. Mais 3-4% quand vous empruntez, c'est énorme pour un foyer français. L'inflation ne faiblit pas en France et les plus pauvres continuent d'en faire les frais. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que la Banque Centrale Européenne n'arrive pas à faire baisser l'inflation? Trop peu? Trop tard? Donc voilà, monsieur prend un ton dramatique et donc il nous montre bien sûr le patron de Leclerc, hein, qui nous dit que oulala, c'est la faute de la finance, c'est surtout pas moi, hein. Eh oui, c'est surtout pas lui, hein. Comme tous ses potes de chez Lidl et Super U qui racontent la même chose, hein. Et pareil là, monsieur Détente, hein, Richard de la Casse, eh bien qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit oui, l'inflation continue, machin chose, mais c'est toujours pareil. Il vous parle que de ce qu'il a envie de parler et il vous parle que d'une chose, il parle des prix à la consommation. Il ne vous parle jamais des prix à la production. Et qu'est-ce qu'ils font ces prix à la production? Eh bien que ça soit en France, en Chine, aux États-Unis ou dans la zone euro, ils font que tomber, d'accord? Donc pour l'instant c'est pas la finance qui est en train de vous arnaquer, ce qui vous arnaque c'est Leclerc, Super U, Lidl et Richard Détente qui vous racontent n'importe quoi, d'accord? Surtout que inflation, blablabla, bah moi j'aimerais bien voir normalement le premier truc qui devrait prendre, hein, parce que faut se souvenir que tous ces gens-là ils vous ont promis une hyperinflation, hein. Alors la définition de l'hyperinflation c'est que c'est 100% d'inflation sur 3 ans, d'accord? Moi je suis désolé mais là, sur les 20 dernières années, le pétrole, il n'est pas à 100% de son plus haut en 2008. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils vous ont promis une hyperinflation qui est jamais arrivée, d'accord? Il y a eu une inflation, mais cette inflation, elle est arrivée que d'une chose. C'est des politiques Covid qui ont désorganisé le marché mondial. C'est tout, c'est rien d'autre que ça. Mais eux, ils veulent vous faire croire autre chose juste pour vous foutre de vous. Et comme ça, en fait, ils vous prennent pour des cons et ils veulent gagner de l'argent sur votre gueule, d'accord? Fondamentalement, le problème de l'inflation, c'est que la hausse des prix va plus vite que l'augmentation de vos revenus. La question est donc, pourquoi les prix montent-ils? Pour faire simple, le prix est le résultat de la quantité de monnaie en circulation par rapport à la quantité de choses que l'on peut acheter. Donc, l'inflation est toujours et partout une question monétaire, comme le disait Milton Friedman. Et à ce moment-là, certains me disent « Mais aujourd'hui, c'est pas une question monétaire, c'est à cause au choix, des prix de l'énergie, de la guerre en Ukraine, des conséquences de la crise des mesures anti-Covid, de l'impression monétaire débridée, etc., etc. » Et c'est vrai. Vous voyez, c'est toujours pareil, hein. Toujours il nous parle de cette putain d'impression monétaire et il vous raconte jamais ce que c'est, il vous la définit jamais. Comme on a déjà vu, l'impression monétaire c'est des réserves bancaires en monnaie de banque centrale et ça ne revient jamais, mais jamais dans l'économie, d'accord? C'est juste un moyen pour les banques de se payer entre elles au sein du système de l'eurosystème ou de la Fed, d'accord?
Et donc, c'est toujours pareil, ils vous racontent ça pour vous faire peur. Et je veux dire, si on se souvient des anciennes vidéos, on avait toujours dit que quelqu'un qui vous dit que justement on peut faire du crédit grâce aux réserves bancaires, c'est soit un charlatan, ou c'est soit quelqu'un qui ne connaît rien au système monétaire. C'est aussi simple que ça. En plus, c'est toujours pareil. Il vous parle jamais de l'euro-dollar, des euro-monnaies, d'accord? Il vous parle jamais du fait qu'il y a de la création monétaire offshore. Or là, par exemple, je voulais le présenter dans une autre vidéo, mais là on a un document du gouvernement français, d'accord, qui nous raconte que apparemment on peut créer des liquidités en dehors de la banque centrale. Alors c'est quand même drôle ça, d'un coup, oh tiens, ça existe. Ensuite, ce qu'il faut aussi dire, c'est que c'est toujours pareil. En fait, ils vous font croire qu'il y a de plus en plus de monnaie, mais justement on avait vu que sur cette création monétaire offshore, ce qui se passe, c'est que quand des banques font des transactions entre elles et qu'elles créent comme ça de la monnaie en se prêtant de l'argent entre elles, parce que comme on avait dit, 90% des transactions internationales sont en euro-dollar, donc en dollars créés en dehors de la juridiction de la banque centrale, il y a toujours cette histoire de collatéraux, c'est-à-dire que quand on fait une transaction entre deux banques, ou quand une banque prête à une autre banque, elle lui demande une sécurité, et cette sécurité, c'est un bon au trésor. Et le problème, c'est qu'en fait, justement, si vous regardez la crise, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on est dans un problème de liquidité. Il n'y avait pas assez de liquidité. Donc, s'il n'y a plus assez de liquidité, c'est que c'est pas un problème de planche à billets. Et justement, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de collatéraux par rapport à la quantité de monnaie. D'ailleurs, on peut le vérifier très bien, puisque en fait, il y a un marché qui s'appelle le marché du repo, où justement les banques s'échangent des liquidités contre des bons du trésor. Et il y avait eu un problème en 2019, bref. Et suite à ça, la banque centrale a créé le reverse repo. La Fed, elle a créé ça. Et le reverse repo, c'est les banques qui donnent de l'argent, des réserves bancaires à la banque centrale, à la Fed. Et la Fed, en échange, elle donne des bons du trésor américain. Sauf que quand on regarde le bilan de la Fed par rapport à ce qu'elle donne, la Fed, elle a seulement 252 milliards de bons au trésor, sauf qu'elle en distribue 1400 milliards sur le reverse repo. Donc c'est-à-dire que même la banque centrale, elle hypothèque presque par 6 ses propres bons du trésor pour les prêter aux banques. Donc si même la banque centrale est obligée d'hypothéquer x6 ses propres bons du trésor, vous pouvez imaginer un petit peu le manque de bons du trésor dans le marché privé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand une banque, elle va demander un prêt à une autre banque, que la banque B va donner l'argent à la banque A, et que la banque A ensuite, elle va donner un collatéral à la banque B, donc un bon du trésor. Elle va pas lui donner directement un bon du trésor, elle va lui donner un petit certificat qui lui est garanti par un bon du trésor. Et le seul problème, c'est que quand la banque B va recevoir justement ce collatéral, ce petit papier garanti par un bon du trésor, elle sait pas du tout combien de fois il a été réhypothéqué, ni sur quelle transaction. Et donc le problème de ce système, c'est que les banques ne se font plus confiance, et donc elles se prêtent de moins en moins d'argent. Donc c'est tout le contraire de ce qu'on vous raconte. Et c'est vrai. Toutes ces crises ont un impact plus ou moins fort sur la quantité de choses que l'on peut acheter et vendre, et sur la quantité de monnaie disponible. Mais voilà, c'est justement pour cette raison que l'on a inventé les banques centrales. Dans le cas de la BCE, la Banque Centrale Européenne, c'est même sa seule et unique mission, assurer la stabilité des prix. Donc, elle a pour rôle d'ajuster la quantité de monnaie en circulation pour que les prix restent à leur place. Et lorsque vous lisez la presse économique, la BCE n'arrête pas de communiquer sur sa lutte contre l'inflation. Alors pourquoi Michel-Édouard Leclerc nous dit que cette inflation est voulue, ou du moins qu'elle en arrange bien certains ?
Ou alors, si on est un peu plus complaisant, pourquoi est-ce que la BCE a du mal à lutter contre elle? Alors là aussi, hein, pourquoi la BCE, elle peut pas lutter contre l'inflation? Eh ben, en fait, c'est tout simple, c'est parce qu'elle a aucun pouvoir, à part un pouvoir psychologique. Les banques centrales ne sont que des organes de communication. Et d'ailleurs, ils le disent bien, puisque dans les anciennes vidéos, on a bien vu que Janet Yellen nous avait dit que la politique monétaire de la Banque centrale, c'était de simples mots. Et on avait aussi Bernanke, qui était l'ancien président de la Fed, qui nous a dit que 98% de la politique monétaire de la Banque centrale, c'est que de la communication. Donc, c'est tout, il n'y a pas à chercher plus loin. La banque centrale n'est qu'un organe de com. Elle ne crée pas la monnaie, elle ne fait rien, d'accord? Enfin, fait rien. C'est peut-être un peu trop facile de dire ça, parce qu'elle a comme des systèmes de paiement et compagnie. Mais, globalement, ce n'est que de la communication. Et voilà, et Richard Détente, encore une fois, il vous raconte des conneries juste pour vous faire peur et vous arnaquer en disant « Ouh là là, c'est la banque centrale qui doit tout contrôler et ouh là 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 là, ils ont perdu le contrôle de l'économie. » Et voilà, c'est comme ça qu'il vous a. Et oui, en théorie, le problème est assez simple. En cas d'inflation, la BCE remonte les taux d'intérêt et retire de la monnaie de l'économie, et l'inflation s'arrête net. C'était ça la politique de Paul Volcker dans les années 70. Une hausse brutale des taux d'intérêt à 20% en juin 1981 pour lutter contre une inflation à 13,5% en accord avec les théories de Milton Friedman. Et justement, ça a marché. Un an plus tard, l'inflation était rentrée dans le rang. Et donc là, c'est encore pareil. Oui, c'est la banque centrale qui contrôle les taux d'intérêt. Ah, regardez Paul Volcker, ce qu'il a fait dans les années 80, il a suivi les directives de Milton Friedman. Alors déjà, vu qu'il parle tout le temps de Milton Friedman, on va afficher un petit truc là où Milton Friedman, qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait, ah bah tiens, quand les taux sont bas, c'est une conséquence du fait que la monnaie est difficile à avoir. Et quand les taux sont hauts, c'est une conséquence que la monnaie est facile à avoir. Donc, je veux dire, et là, qu'est-ce qu'il nous dit Richard Détente? Il dit, ah, la Banque centrale, elle monte les taux d'intérêt, comme ça, elle retire de la monnaie de l'économie. Or, ce qu'il nous raconte, c'est tout le contraire de ce que disait Milton Friedman. Et en fait, ça va être très simple à expliquer. C'est que tout simplement, c'est les bons du trésor, ça marche comme quand vous allez faire un prêt dans une banque. Vous allez dans une première banque, la banque A, et vous dites, ah, tiens, moi je veux un prêt, je sais pas, 10 000 euros, et la banque A, elle vous dit, ok, je te donne un taux de 5%. Ensuite, vous allez dans une banque B, vous dites à la banque B, je veux 10 000 euros, combien tu me fais comme taux? La banque B, elle te dit, ah bah tiens, moi je te fais un prêt à 4%. Donc vous allez aller à la banque B, vous voyez ce que je veux dire? Et donc les bons au trésor, c'est pareil. Quand l'État émet un bon du trésor, eh ben, plus le taux est bas, plus le taux qu'on va lui proposer est bas, plus il va choisir la personne ou l'entité qui va lui proposer un taux bas. Ça paraît logique, il va pas se faire chier. Enfin, en France, on est con, on a les OAT, mais ça, c'est encore autre chose. Mais globalement, dans tous les pays du monde, et surtout aux États-Unis, quand la banque, elle émet des bons au trésor aux enchères, eh ben, forcément, elle va prendre celui-là qui lui donne le taux le plus bas possible. Donc, ce que ça veut aussi dire, c'est que plus les bons au trésor sont rares, et plus leur taux est bas, et plus les bons au trésor sont rares, et moins les banques peuvent se faire des transactions entre elles. Donc en fait, plus le taux est bas, et plus en fait justement, c'est pour ça que la monnaie est difficile à avoir. Et donc justement, qu'est-ce qu'on a fait pendant les politiques Covid? Eh ben, c'est qu'on a émis de la dette, donc on a émis plein de bons du trésor, donc les banques, elles sont retrouvées avec plein de bons du trésor frais, ce qui a permis de refaire des transactions entre elles et de trouver des collatéraux. Et comme la monnaie était plus facile à avoir, eh ben forcément les taux ont monté puisqu'il y avait plus de bons au trésor disponibles et que donc ils étaient moins rares. Et donc comme ils étaient moins rares, eh ben forcément on pouvait proposer des taux d'intérêt plus hauts. Mais je veux dire, si vous avez que un bon du trésor pour 10 personnes qui en veulent,
Eh ben, ça peut même arriver qu'il y ait des gens qui vous disent, moi je prends, et je fais même à moins 1%. Ça veut dire que vous n'aurez pas besoin de rembourser toute la dette. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que justement, c'est la rareté. Plus le bon du trésor est rare, plus le taux est bas, moins les bons trésors sont rares, plus le taux est haut, et c'est pour ça que plus le taux est haut, et ça veut dire que plus c'est facile d'avoir de la monnaie, parce que plus il y a de collatéraux en circulation. Donc là déjà, Richard Détente, il vous raconte n'importe quoi. Ensuite, il vous dit, oui, c'est Paul Walker, il a monté les taux d'intérêt et tout, il savait ce qu'il faisait, il contrôlait l'économie et machin chose. Et donc là, on va revenir vite fait à la réunion de la Fed du 7 juillet 1981, hein, justement, quand c'était Paul Walker qui était à la tête. Hein. Et donc là, quand au bout d'un moment, quand on lit le transcript, d'un coup, on a Paul Walker qui nous dit ah, mais il y a un problème avec M1. Alors M1, justement, c'est censé représenter ce qui se passe avec les réserves bancaires. Hein. M2, c'est soi-disant l'argent du crédit. Enfin, tous les agrégats monétaires, si vous étudiez un peu, et en fait, tous ces agrégats, ils sont totalement faux. Et donc, là, ils nous ont dit, Paul Walker dit, ah, mais je comprends pas, M1, il a augmenté, alors qu'on n'avait pas prévu qu'il augmente et tout. Et puis derrière, il y a un de ses conseillers qui dit, Monsieur Schulz, là, qui dit ah mais en fait ça c'est la moitié du problème parce que en fait on sait pas à quoi correspondent les agrégats. C'est-à-dire que les mecs te disent on ne sait pas à quoi correspondent M1, M2 et M3 ce que tous les gens prennent pour soi-disant pour quantifier la quantité de monnaie en circulation, d'accord? Le mec te dit on ne sait pas à quoi correspondent ces agrégats et on ne sait pas c'est quoi la relation avec le produit national brut, d'accord? Et donc après vous avez Richard Détente qui dit ah mais ils savaient tout ce qu'ils faisaient à la Fed, c'est pour ça qu'ils ont augmenté les taux d'intérêt, parce qu'ils savaient vraiment ce qu'ils faisaient, c'est des grands génies et machin chose là. Et derrière, un peu plus loin dans ce transcript, on a Monsieur Maurice qui vient et qui nous dit ah ouais mais le problème c'est que en fait aujourd'hui on devrait même avouer que qu'on n'est plus capable de mesurer le solde des transactions. Vous vous rendez compte? Ils savent plus mesurer. En 81, ils savaient déjà plus mesurer le solde des transactions. Et derrière, il dit oui, nos agrégats comme M1B, ben en fait, c'est juste de la nostalgie, mais ils permettent de plus rien faire. Vous imaginez un peu? Les mecs ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. Ils ne comprenaient rien à ce qui se passait dans l'économie et ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et ils ont mis les taux pouf comme ça parce qu'en fait ils ont vu que les taux du marché étaient en train de monter et vous avez quelqu'un comme Richard Détente qui vous dit ah mais ils savaient ce qu'ils faisaient hein. Ah oui ils ont écouté Milton Friedman et puis alors ils ont monté les taux d'intérêt alors que là on voit que déjà par rapport à Milton Friedman il vous ment complètement sur ce qu'a dit Milton Friedman et ensuite il vous ment une deuxième fois en vous disant que justement les mecs savaient ce qu'ils faisaient et que justement comme ils savaient ce qu'ils faisaient il fallait monter les taux d'intérêt parce que c'est comme ça qu'on va retirer de l'argent de l'économie. Mais je vous rappelle toujours que ces taux d'intérêt ils sont valables que sur les réserves bancaires et justement si les mecs de la Fed, ils comprenaient plus rien en 1981, c'était à cause du marché de l'euro-dollar et que les banques se passaient très bien des réserves bancaires pour faire des transactions entre elles. C'est pour ça que ça correspondait plus à ce qu'ils regardaient et qu'ils comprenaient plus rien. Et donc, justement, tout ça, c'est un moyen pour Richard Détente de vous dire ah bah tiens, bah voilà, eux ils savent normalement ce qu'ils font, ils sont aux manettes, mais là ils ont fait n'importe quoi dernièrement, et donc bah voilà, c'est comme ça que tout va se cracher, au secours, je vous fais peur. Et en plus, il vous montre des graphes, mais il vous montrera jamais un graphe par exemple où on met les taux d'intérêt par exemple des bons trésors américains 2 ans face au taux de la Fed. Et alors déjà, on remarque déjà dans les années 80 que alors sur un ou deux mouvements, on dirait qu'il y a une corrélation.
Mais alors, déjà, vous pouvez voir qu'il y a un endroit, ça fait un M au niveau des taux des fonds fédéraux, enfin des taux de la Fed, ça fait un M. Et au niveau du marché, ça fait un W. Donc le marché faisait le contraire de ce que faisait la Fed avec les taux d'intérêt. Et vous voyez que des fois, le premier mouvement vers le haut ou vers le bas, il est fait par la Fed. Et le deuxième mouvement vers le haut ou vers le bas, en fait, c'est le marché qui le fait d'abord. En fait, il n'y a aucune corrélation entre les deux. En fait, c'est pas une corrélation, c'est juste une coïncidence. Et en fait, grâce à cette coïncidence, eh ben, la Fed, elle vient, ou toutes les banques centrales, elles disent oui, moi je suis très fort, hein, moi je contrôle l'économie. Et puis en fait, ils vous rappellent l'histoire de Paul Walker et basta. Mais maintenant, on va regarder un petit peu les taux d'intérêt depuis les années 2000. Et on remarque que le premier mouvement, là, donc la courbe en bleu, c'est le taux du marché, la courbe en rouge, c'est les taux de la Fed. Et comme on peut le voir, à chaque fois, le premier mouvement, il est fait par le marché et c'est la Fed qui suit, d'accord ? Donc en fait, la Fed ne fait que suivre les taux d'intérêt du marché et ensuite elle dit que c'est elle qui contrôle les taux d'intérêt. Et justement, tout ça, c'est la communication. On en revient toujours au début avec l'histoire de Janet Yellen, comme quoi que les taux d'intérêt, là où il est place, ça n'a aucun intérêt. Et le seul intérêt, c'est l'attente du public par rapport à là où vous montrez les taux d'intérêt. Et que justement, la politique de la Fed, c'est que de la com. Voilà. C'est toujours pareil. Mais Richard Détente, lui, son but, c'est de vous vendre des lettres d'investissement. Retenez bien ça. Alors pourquoi ne pas faire la même chose aujourd'hui en portant les taux à 8 ou 10% en Europe ? Eh bien, à cause de ce que John Maynard Keynes nous a appris grâce à sa théorie des équilibres économiques en période de crise. Selon Keynes, si vous montez les taux de la sorte aujourd'hui, vous allez provoquer une crise économique d'enfer. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé aux USA avec Volcker. Les USA sont entrés en récession immédiatement pendant 1 an, le temps que la cure d'amaigrissement de l'inflation fasse effet. Donc après, on va un petit peu passer tout ce qu'il dit parce que grosso modo, on va résumer en une seule chose. Il va dire oui, c'est parce que l'État est très méchant et l'État il est super endetté. Donc comme il est super endetté et qu'il peut pas payer, et bien ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer artificiellement de l'inflation. Comme ça lui coûtera moins cher de rembourser sa dette et puis votre épargne, et bien vous irez vous faire foutre, grosso modo. Mais c'est toujours pareil, vous croyez vraiment que le budget de l'État il est limité comme ça? En vérité, le budget de l'État il est limité, hein, c'est pour ça qu'il le signe tous les ans. Est-ce que vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord, hein? L'État peut émettre de l'argent comme ça s'il en a envie, hein. Ça marche pas comme ça. Et surtout, comme j'ai déjà dit, vous payez des impôts et des taxes en euros. Ensuite, l'État, quand il paye le RSA ou qu'il paye des aides ou qu'il paye n'importe quoi, il paye en euros. Mais quand il émet de la dette, il l'émet en monnaie de banque centrale, d'accord ? Donc déjà, tout ce qu'il vous raconte, c'est de la merde parce que justement... vu que la dette est en monnaie de banque centrale et que la monnaie de banque centrale ne retourne jamais dans l'économie, ils peuvent émettre autant de monnaie de banque centrale qu'ils veulent, ça changera rien à la valeur de votre monnaie, d'accord? Alors même si vous voyez une baisse de la valeur de votre monnaie, c'est tout simplement lié à des facteurs psychologiques parce qu'il n'y a rien qui soutient les monnaies. Et donc la seule chose qui fait que 20 € ça vaut 20 €, eh ben, c'est simplement la psychologie des gens, c'est tout. Mais en vérité, ça vaut 0. C'est simplement la psychologie qui vous dit que ce billet ça vaut tant, ou que cette ligne d'écriture comptable sur votre compte, quand il y a écrit 1000 ou 1500 ou 10 000 €, vous pouvez vous acheter tant avec. C'est simplement la confiance que vous avez dans la monnaie et dans la politique monétaire. C'est d'ailleurs pour ça que les banques centrales ne font que de la communication. Elles tiennent toute l'économie juste grâce à la psychologie et à rien d'autre, d'accord? Alors comment fait-on ? Si le problème c'est la monnaie, il faut donc ne plus avoir d'euros. Et cela tombe bien car il y a un pays pas très loin de la France qui s'appelle la Suisse et qui dispose des meilleurs fondamentaux économiques en Europe et même au monde si on enlève les principautés et les autres pays qui surfent sur des mannes pétrolières ou en matières premières. Une façon simple de conserver votre pouvoir d'achat, c'est d'acheter des obligations suisses.
Alors oui, vous allez gagner 1,3% par an en moyenne. Mais sur le long terme, vous bénéficierez aussi de l'appréciation du franc suisse par rapport à l'euro. Et là, c'est sans appel. Partant de là, améliorons notre première idée d'acheter des obligations suisses pour ceux qui veulent gagner plus d'argent sans travailler, mais en réfléchissant comme le dit Charles. Une autre solution consiste à s'exposer au franc suisse, mais en allant chercher le rendement ailleurs. On pourrait donc acheter des actions, mais là on est sur une stratégie de conservation où l'on cherche à minimiser la volatilité et le risque. Un autre actif lié à la conservation de la valeur, c'est l'immobilier. En achetant de l'immobilier en Suisse, on s'expose au franc suisse, mais on profite des rendements de l'immobilier suisse qui sont plus élevés que les obligations de la BNS. Bon, alors aussi, dans le titre, il y a écrit Charles Gave, voilà, comme vous pouvez le voir, Richard Détente, c'est rien d'autre que le petit toutou de Charles Gave, et voilà, rien d'autre que ça, d'accord? Parce que bon, justement, comme ça, on pourra mettre directement les choses au clair. Et alors ensuite, monsieur, il vient là, et puis il vous dit, ah oui, il y a un super pays, c'est la Suisse est super bien gérée, donc ce qu'il va falloir faire, c'est d'investir en Suisse, par exemple, dans les bons au trésor suisse, et dans l'immobilier suisse. Alors déjà, la première chose à dire, c'est en Europe, vous pouvez me rappeler quelle banque a fait faillite là dernièrement? Ce serait pas le Crédit Suisse par exemple? Je dis ça comme ça, je dis rien d'autre, mais voilà. Et puis ensuite, le mec, si l'immobilier chute partout dans le monde, il chutera aussi en Suisse. C'est la même chose. Et ensuite, ce qu'il faut aussi savoir, et ce que là, monsieur ne vous le dit pas, c'est que la Banque nationale suisse, donc la Banque centrale suisse, elle investit dans le marché des actions américaines, d'accord? C'est la seule banque centrale au monde. Écoutez-moi bien, c'est la seule banque centrale au monde qui investit dans les actions d'un marché qui est autre que le sien, d'accord? Donc si maintenant, demain, le marché des actions américaines comme le S&P 500, il chute, à votre avis, est-ce que ça va faire du bien à la Banque centrale suisse, ou bien ça va rien faire comme ça et ça fera rien au franc suisse et ça fera rien du tout à toute l'économie suisse, d'accord? Réfléchissez juste à ça. Et ça par contre, Richard Détente ne vous l'explique absolument pas. Ah oui, et juste une précision, parce qu'en fait j'ai oublié un petit truc et j'ai pas envie de recommencer la vidéo, mais justement en parlant du Crédit Suisse, je me suis rappelé d'un truc. Vous vous souvenez quand les banques américaines sont tombées là, normalement les taux de la Fed étaient à 5%, d'accord? Les taux de la Fed étaient à 5%. Et pourtant, les bons au trésor à 4 semaines, il y avait 5% des bons au trésor avec une maturité de 4 semaines qui sont partis à 0%. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Banque centrale, là où elle a plus de contrôle, c'est sur les taux d'intérêt qui sont les plus court terme. Plus c'est court terme et plus la banque centrale a une importance sur ces taux d'intérêt, et plus on est sur le 10 ans ou le 30 ans, et là la banque centrale n'a absolument aucun intérêt, puisque justement ces taux d'intérêt ils sont toujours liés à la monnaie de banque centrale, et comme on le sait, les bons au trésor sont achetés en monnaie de banque centrale. Donc la banque centrale peut avoir une toute petite influence sur les taux d'intérêt, genre les 4 semaines, les 8 semaines, les choses comme ça. Mais regardez, alors que les taux de la banque centrale étaient à 5%, les taux de la Fed, les bons au trésor, 5% des bons au trésor à 4 semaines sont partis à 0%. D'accord, ça vous prouve bien que les banques centrales ne contrôlent absolument rien. Si vous voulez savoir comment acheter de l'immobilier en Suisse sans habiter en Suisse, ce qui n'est pas une mince affaire, sachez que j'ai trouvé une solution qui fait l'objet d'un dossier dans ma lettre d'investissement du mois de juillet 2023 que je co-rédige avec Didier Darcet. De plus, vous ne serez pas obligé d'acheter un appartement entier ou un immeuble, vous pouvez également acheter seulement des parts. Pour vous abonner, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description.
Et donc là, quand on regarde vite fait sur son site, hein, enfin déjà en dessous de sa vidéo, on voit tous les liens là. Il y a 3200 liens pour des lettres d'investissement, pour ceci, pour cela. Vous voyez bien que tout ce qu'ils cherchent, c'est juste votre argent, hein, et pas qu'un peu, parce que regardez la stratégie grand angle. Et dans la stratégie grand angle, le paiement aujourd'hui, 199 €, d'accord, juste pour un seul truc. Si vous voulez les deux trucs, c'est 400 balles, d'accord. Et en plus, derrière, si vous n'avez pas tout cet argent, eh ben... il y a le petit truc en bas là où il y a écrit votre sélection d'actions value sous-évaluée. Donc à 49 €, ça veut dire que ça, en grosso modo, il va vous dire ah bah voilà, faut acheter ces actions et ça c'est top, je te garantis que c'est la meilleure. Et donc ça, il donne à 50 €. Mais moi je suis désolé, on dirait qu'on est sur Wish là, son truc. Et je veux dire, et justement, je pense qui cherchent plus à vendre des trucs à 50 balles plutôt que des trucs à 400 balles. Parce que ça, vous voyez bien, il l'a bien entouré, encadré, ça clignote. Il sait très bien que les gens, ils n'ont pas 400 balles à mettre dans des formations à la con sans tout le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il vous met là le petit truc à 50 balles. Comme ça, tu dis, ah ouais, j'ai juste besoin de ça, j'ai besoin de rien d'autre sur le trading et tout. Je vais faire du trading, ah, j'ai gagné de l'argent. En plus, c'est vraiment un fils de loup, hein, une face de saumon, on va dire. Parce que, vous voyez, alors, il vous dit, oui, voilà, ça c'est une stratégie grand angle qui est sûre, c'est la 400 €, je vous apprends tout et tout. Mais là, 50 €, tu peux prendre un truc d'action qui est super risqué, tu vois. Enfin, c'est pas. Moi, je dis que c'est pas risqué, c'est sous-évalué, voilà, blablabla. Mais vas-y, lance-toi dans le trading comme ça à l'arrache, casse-toi la gueule, et quand il te sera cassé la gueule, eh ben, tu vas revenir vers moi et tu vas de nouveau t'acheter la formation à 400 balles, tu vois. C'est ça, c'est vraiment à vomir. Ces gens, ils sont vraiment à vomir. Ils racontent n'importe quoi aux gens, ils font passer des idées qui mettent les gens sur la mauvaise voie, et tout ça après ça a un impact politique. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'après les gens ils vont protester, ils vont dire ah mais c'est parce que la banque centrale a pas monté assez les taux d'intérêt, gna 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 gna. Et en fait les gens ils vont rien comprendre à ce qui se passe et ils vont pas arrêter de se faire avoir. Ces gens là c'est vraiment mais les pires des requins, tu vois, c'est des hyènes, tu vois, c'est vraiment des chacals, tu vois. C'est vraiment, ils vont bouffer sur vos dépouilles. Ils savent que vous avez plus d'argent, que vous avez du mal à vivre sur les fins de mois et tout. Et ils viennent et ils vous racontent n'importe quoi. Et ils font encore plus peur, que vous ayez peur de vraiment de tout perdre. Et après, justement, ils vous vendent ce genre de conneries, tu vois. C'est vraiment horrible. Enfin bref. Je vais arrêter là, je suis assez énervé. Eh bien moi, hein, sur ce les comploteurs, hein, je vous dis ciao.